Dans les ruelles ombragées de Paris, où les échos des chansons d'antan se mêlent encore aux murmures du présent, Hervé Villard demeure une figure énigmatique, un survivant des tumultes du show-business français. À 69 ans, cet artiste au parcours semé d'embûches et de triomphes inattendus continue d'évoquer, dans l'intimité de ses proches, les ombres bienveillantes de son passé. Ses proches te confirment qu'il parle souvent de cet amour premier, une flamme juvénile qui illumina ses premières années tumultueuses, et exprime un désir serein de conclure son existence avec un sourire, comme une note finale suspendue dans l'air. Ce reportage explore les strates d'une vie où la musique a servi de refuge à l'orphelin, de tremplin au talentueux, et de miroir à l'homme généreux, révélant comment ses souvenirs persistent, intacts, au cœur d'une existence riche en rebondissements. Paris, 24 juillet 1946. La ville sort tout juste des affres de la guerre, ses rues encore marquées par les cicatrices des bombes et les silences des absents. C'est dans un taxi bondé, filant à vive allure vers la maternité, que naît René Villard, plus tard rebaptisé Hervé pour les feux de la rampe. Sa mère, Blanche, une vendeuse de violettes aux abords du théâtre des Variétés, accouche dans la précipitation, sans le père corse dont l'ombre plane comme un mystère insoluble. Ses premières heures, chaotiques et imprévues, préfigurent une existence qui ne connaîtra jamais la quiétude linéaire. Blanche, femme de labeur aux mains calleuses, élève seule ses enfants dans un modeste appartement du quartier des Halles, où les effluves de fleurs fanées se mêlent à l'odeur âcre de la pauvreté. Elle enchaîne les petits boulots, lingère, repasseuse, vendeuse ambulante, pour nourrir sa progéniture, mais la dénonciation anonyme d'un voisin jaloux, en cette fin des années 1940, scelle un destin tragique. Accusée de négligence, Blanche voit ses enfants arrachés à son giron par une ordonnance du tribunal. René, âgé de 6 ans, est emmené manu militari vers l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, un bastion austère au cœur de la capitale, où les murs épais étouffent les pleurs des petits exilés. L'orphelinat, avec ses dortoirs glaciales et ses routines impitoyables, devient le premier théâtre d'une enfance volée. Là, sous le regard sévère des religieuses, René découvre les affres de l'abandon institutionnel. Les nuits hantées par l'absence maternelle, les jeux solitaires dans les cours pavées, et les premiers contacts physiques inappropriés qui marquent à jamais l'âme d'un enfant. Des attouchements subis en silence, des silences imposés par la honte et la peur, forgent en lui une résilience farouche, une armure invisible contre le monde. Pourtant, même dans cette grisaille, des lueurs perçant. L'abbé Engrand, figure paternelle inattendue, initie le jeune garçon à la littérature et à la musique. Les vers de La Fontaine, lus à voix haute dans la chapelle aux vitraux pâles, et les mélodies simples grattées sur un vieil harmonium plantent les graines d'un appel intérieur. René, aux yeux vifs et au sourire timide, absorbe ces leçons comme une éponge, transformant la douleur en soif de création. Mais l'institution, loin d'être un havre, multiplie les placements. Cette famille d'accueil dans le Berry rural, entre Vierzon et Bourges, où il erre comme un fantôme d'emprunt. Des fermes aux odeurs de foin et de misère, des ateliers où il trime dès l'aube pour un bol de soupe, ces passages fugaces lui apprennent la précarité des liens humains. Il fugue souvent, porté par un instinct de survie qui le ramène inlassablement vers Paris, cette chimère lumineuse où il rêve de gloire. À 14 ans, armé d'une détermination farouche, René tranche. La musique sera son salut. Il quitte le Berry pour de bon.
dormant dans les gares ou les recoins des boulevards, vendant des journaux pour ne pas mourir de faim. Paris, impitoyable pour les rêveurs sans le sou, l'accueille avec ses néons criards et ses auditions impitoyables. Il vend des disques aux Champs-Élysées, observant les passants fortunés qui achètent les 45 tours des idoles du moment. C'est là, dans la poussière des bacs à vinyle, qu'il affine son oreille, mémorisant les refrains d'Édith Piaf et les ballades de Charles Aznavour. Mais la chance, capricieuse, tarde à sourire. Des auditions ratées, des portes closes, des nuits sous les ponts du canal Saint-Martin. Chaque refus aiguise sa voix, rend plus pressante cette urgence de chanter pour exorciser les fantômes. Pourtant, dans ses errances, René entrevoit déjà les contours d'un premier amour, fugace et incandescent, né dans les ruelles de Montmartre, où il croise une jeune fille aux yeux de mer, une rencontre qui infuse en lui les premiers accords de nostalgie. Ce n'est pas encore la célébrité, mais le terreau fertile d'une vocation qui refuse de périr. L'année 1965 marque un basculement cosmique pour Hervé Villard, ce pseudonyme choisi comme un talisman contre l'oubli. À 18 ans à peine, après des mois de galère parisienne, il est repéré lors d'une audition modeste par un directeur artistique de Mercury Records. Le contrat signé d'une main tremblante ouvre les portes d'un studio d'enregistrement où l'air vibre d'électricité. C'est là, inspiré par une affiche publicitaire vue dans le métro, « Partez en vacances à Capri ». Que n'est Capri, c'est fini, coécrit avec Marcel Hurten. Les paroles coulent comme un torrent. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Une ballade mélancolique, aux accents de rupture adolescente, où l'île italienne devient le décor d'un cœur brisé, symbole d'un paradis perdu. Enregistrée en une seule prise sous la baguette de Jacques Dangean et ses 27 musiciens, la chanson est crachée, avec une intensité viscérale, comme si chaque note expiait les souffrances passées. Sortie en juin 1965, elle explose aux platines. 3 300 000 exemplaires vendus en quelques mois. Un tube de l'été qui rivalise avec Aline de Christophe. Les radios diffusent en boucle ces refrains ensoleillés, pourtant teints d'amertume. Et les jeunes Français, en quête d'insouciance post-gaulliste, s'approprient cette complainte comme un hymne générationnel. Le succès est fulgurant, presque étourdissant pour ce gamin des orphelinats. Les salles de concert se remplissent à ras-bord. L'Olympia l'accueille pour des shows électrisants où il partage l'affiche avec Michel Thor et Christophe, amis de galère devenus complices de scène. Dalida, icône bienveillante, le parraine dans les cercles du show-business, lui ouvrant les portes des cabarets parisiens et des tournées provinciales. Mais au-delà des applaudissements, Capri révèle une profondeur inattendue. Les paroles, inspirées d'un amour premier réel, cette jeune Italienne croisée lors d'un bref séjour sur l'île, aux cheveux noirs comme la nuit méditerranéenne et au rire cristallin, transcendant l'anecdote personnelle. Hervé, dans les interviews d'alors, évoque cette romance comme un éclair. Elle était la lumière dans mon obscurité, un été volé avant que la vie ne reprenne ses droits. La chanson n'est pas qu'une bluette. Elle interroge la fin des illusions juvéniles, la nostalgie d'un monde où l'amour semble éternel. Critiques musicaux, d'abord sceptiques face à ce chanteur de charme, y décèlent une authenticité brute, un cri du cœur forgé dans l'adversité. Ventes internationales. L'Espagne, l'Italie,
l'Amérique latine s'enflamme pour ce tube qui propulse Hervé sur les plateaux télévisés. Vient de paraître à des émissions phares où son charisme timide conquiert les foules. Pourtant, ce triomphe porte en lui les germes de la tourmente. Le magazine France Dimanche, flairant le scoop, propose un pacte. Retrouver sa mère Blanche en échange d'exclusivité journalistique. Hervé accepte, mu par un espoir dévorant. La campagne publicitaire lancée fait les unes des journaux et les retrouvailles, orchestrées comme un mélodrame, se déroulent sous les flashs des photographes. Blanche, vieillie prématurément par la rue et les regrets, serre son fils dans ses bras amaigris. Moment cathartique, mais teinté d'amertume. La presse transforme l'intime en spectacle, laissant des cicatrices. C'était comme revivre l'abandon, mais à l'envers, confie-t-il plus tard dans ses mémoires. Analysant ce phénomène, on voit comment Capri agit comme un révélateur. La chanson « Miroir de l'amour perdu » amplifie la quête identitaire d'Hervé, transformant sa vulnérabilité en force universelle. Tandis que les disques s'écoulent, il enchaîne les hits « Mourir ou vivre », « Fais-la rire », consolidant un style romantique qui séduit par sa sincérité. Mais déjà, les ombres s'allongent. L'homosexualité assumée en 1967, rare audace pour l'époque, attire les ragots et les exclusions. Hervé, pionnier discret, navigue ses yeux au trouble avec une dignité farouche, prouvant que derrière le tube estival se cache un artiste aux racines profondes. La gloire post-Capri catapulte Hervé Villard dans un tourbillon international, mais les racines françaises, nourries de drames familiaux, le tirent inexorablement vers d'autres horizons. À la fin des années 1960, lassé des intrigues parisiennes et des attentes d'un public friand de blouettes, il s'envole pour l'Amérique latine. Buenos Aires l'accueille en 1970 comme un refuge doré. Cet album gravé pour le marché mexicain, des tournées triomphales en Argentine et au Brésil, où ses ballades françaises, traduites ou non, touchent un public avide de mélodies mélancoliques. L'Espagne franquiste, l'Iran du Shah. Ces étapes d'un exil choisi deviennent des chapitres d'errance créative. À Téhéran, il chante devant des cours princières, sa voix caressant les tapis persans sous des lustres de cristal. Mais ces voyages ne sont pas qu'esthétiques, ils sont thérapeutiques. Loin des flashs hexagonaux, Hervé cultive une intimité avec la musique, composant des textes inspirés de Prévert et Neruda, loin des refrains légers qui l'ont propulsé. J'ai fui pour respirer, pour que la scène ne m'étouffe pas, explique-t-il dans une confidence recueillie lors d'une pause en Colombie, où il trouve une rédemption sociale en chantant pour des communautés marginales. Cette période d'exil coïncide avec des bonheurs fugaces et des chagrins abyssaux. En 1973, il rencontre Lala, une jeune femme aux yeux d'ébène, dans les rues ensoleillées de Madrid. Leur idylle, passionnée et précaire, illumine 2 années, promenades au bord du Manzanares, nuit blanche, à composer des sérénades privées. Lala, enceinte de leurs rêves communs, incarne un ancrage après tant de déracinement. Mais le destin, cruel, frappe. Un accident de voiture en 1975 la ravit, laissant Hervé prostré dans un silence assourdissant. Ce deuil le tue longtemps, hante ses compositions ultérieures, infusant une gravité nouvelle à des titres comme « Reviens ». Analysant cette trajectoire, on perçoit comment les exils géographiques masquent des migrations intérieures. De l'orphelin errant au nomade artistique, Hervé transforme la perte en alchimie poétique. Revenu en France, en 1968,
il renaît avec Nous, un single qui vend des millions, évoquant l'illusion amoureuse comme un écho à Capri. Olympia, cirque d'hiver. Les salles acclament ce retour en force, où il mêle anciens hymnes à des hommages littéraires. Pourtant, la mer Blanche, soutenue financièrement mais rongée par ses démons, sombre dans la dérive alcoolique. Hervé, filant le parfait amour filial, la veille jusqu'à sa mort en 1001. Un adieu qui scelle les comptes avec l'abandon originel. Ces années papillons, éphémères, chatoyantes, révèlent un Hervé engagé. Ami de Michou et des nuits de Pigalle, il assume publiquement son homosexualité, bravant les tabous d'une époque conservatrice. Des liaisons discrètes avec des artistes, des confidences partagées lors de tournées. L'amour pour lui transcende les genres, devenant un baume contre la solitude. En 1959, il acquiert un presbytère en Normandie, havre de paix où chiens et chats deviennent sa famille élargie. Là, entre forêt et clairière, il marche des heures, méditant sur les cycles de la vie. Le succès persiste, mais muté. Participation à des soirées années 60 à l'Olympia en 1991. Un album L'amour défendu en 1990 qui explore les passions interdites. Critiquement, on loue cette évolution. D'un chanteur de charme à un conteur d'âme, Hervé incarne la résilience française, celle qui transforme l'exil en odyssée. Pourtant, au fil des décennies, les échos de Capri persistent, rappelant que derrière la gloire bat un cœur qui n'oublie pas ses premières blessures. À mesure que les années s'accumulent, comme des partitions jaunies dans un grenier normand, Hervé Villard, désormais ancré dans son presbytère, aux murs couverts de lierre, laisse filtrer des confidences qui tissent le fil rouge de son existence. Ses proches, ses gardiens discrets de son intimité, un neveu fidèle qui gère ses archives personnelles, une amie de longue date, issue des cercles artistiques parisiens, et un entourage restreint forgé dans l'adversité, rapportent avec une constance émouvante comment il évoque, presque rituellement, cet amour premier. Ce n'est pas un regret lancinant, mais une tendresse récurrente, un refrain doux qu'il fredonne lors de soirées calmes devant la cheminée crépitante. Capri n'était pas seulement une chanson, c'était elle, la première qui m'a fait sentir vivant au milieu du chaos, leur confie-t-il souvent, les yeux perdus dans les flammes dansantes. Cette jeune Italienne, croisée en 1964 lors d'un voyage éclair, financé par un petit job saisonnier, n'était qu'une adolescente comme lui, au rire fusant comme des fontaines sous le soleil de l'île. Leur promenade le long des falaises abruptes, main dans la main, face à la mer tyrrhénienne d'un bleu impitoyable, ont gravé en lui l'essence d'une pureté intacte. Pas de drame shakespearien, juste une idylle estivale. Des glaces partagées à Anacapri, des danses improvisées sous les étoiles, et un adieu forcé par la réalité des billets de retour. Pourtant, cette brève flamme a illuminé les ténèbres de son orphelinat récent, lui apprenant que l'amour pouvait être un phare, même fugace. Dans l'analyse de ses réminiscences, on discerne un pattern profond. Pour Hervé, cet amour originel sert de contrepoint à la générosité qui le définit. Témoin de sa bienveillance, ses proches décrivent comment, même au zénith de sa gloire, il n'a jamais oublié les déshérités. Des dons anonymes à des associations d'aide à l'enfance, inspirées par son propre passé. Des invitations surprises à des concerts pour des familles modestes. Ces gestes discrets et constants traduisent une âme qui refuse l'égoïsme du succès.
Il dit souvent que si Capri l'a sauvé, c'est pour rendre au monde ce qu'il a reçu de l'amour, note l'un d'eux lors d'une conversation automnale, alors que les feuilles rougissent autour du presbytère. La chanson, avec ses 3 millions d'exemplaires, n'était que le vecteur, l'amour derrière, le vrai moteur. Des enregistrements rares, exhumés des archives Mercury, montrent comment il adaptait les paroles en live, y insufflant des nuances personnelles qui touchaient les cœurs endurcis. Au fil des décennies, cet attachement se manifeste dans ses écrits. Dans L'âme seule, publié en 2006, il consacre un chapitre entier à cette période caprienne, dépeignant non pas une muse idéalisée, mais une compagne humaine, vulnérable, qui l'a aidé à apprivoiser sa voix. Coécrit avec Jean-François Kervéan, le livre vend des milliers d'exemplaires, touchant un public nostalgique qui y voit le reflet de ses propres amours perdus. C'était une leçon. L'amour ne finit pas, il se transforme en mémoire bienveillante, y écrit-il, une phrase qui résonne comme un mantra personnel. Plus largement, ces évocations d'un amour premier illuminent la trajectoire d'Hervé comme un archétype de résilience culturelle française. Né dans la tourmente de l'après-guerre, il incarne la génération yéyé qui a su marier légèreté et profondeur, transformant les plaies en art. Ses proches, interrogés dans la quiétude d'un jardin normand où les chats errants se lovent contre les visiteurs, soulignent comment cette générosité s'étend à son entourage. Des prêts discrets à d'anciens collaborateurs en détresse, des lettres encourageantes à de jeunes artistes croisés en tournée. En 2010, lors de la saison 5 de Âge tendre et Tête de bois, il partage l'affiche avec Sheila et Éric Chardin, insistant pour que les plus âgés aient la primeur des solos, un geste d'humilité qui contraste avec les égos du métier. Analysant ses actes, on perçoit un équilibre délicat. L'amour premier n'est pas une chaîne, mais un rappel que la création naît de la vulnérabilité partagée, tandis que le presbytère bourdonne de visiteurs occasionnels, un neveu qui trie des photos jaunies, une amie qui prépare des tisanes aux herbes du jardin, Hervé, assis dans son fauteuil usé, reprend parfois la mélodie de Capri à la guitare, sa voix rauque par les ans mais toujours vibrante. Elle me sourit encore dans mes rêves, murmure-t-il, un aveu qui lit passé et présent en on, une harmonie douce amère. Ces confidences, rapportées sans phare par ceux qui l'entourent, dessinent le portrait d'un homme pour qui l'amour originel reste un phare, guidant ses pas vers une générosité sans faille, même dans l'ombre des ans. Au cœur de la Normandie verdoyante, où les forêts centenaires chuchotent des secrets aux promeneurs solitaires, le presbytère d'Hervé Villard se dresse comme un sanctuaire de mémoire et de compassion. Acquis en 1949, après des années de tournées lucratives en Amérique latine, ce havre aux pierres moussues abrite non seulement les vestiges d'une carrière illustre, guitares accrochées aux poutres, piles de vinyles empilées dans des caisses d'acajou, mais aussi une philosophie de vie ancrée dans la redistribution. Ses proches, ses confidences choisies au fil des décennies, décrivent un rituel quotidien où la générosité n'est pas un geste isolé, mais une respiration essentielle. Chaque matin, après une tasse de café noir bu face à la fenêtre embuée, Hervé trie son courrier, des lettres de fans oubliées, des appels discrets d'associations locales pour enfants en difficulté. Il ne refuse jamais une signature, un conseil ou un chèque mais glissé dans une enveloppe anonyme, rapporte une amie de cœur qui l'assiste depuis les années 1990 dans la gestion de ses flux bienveillants. Cette largesse, loin d'être ostentatoire,
puise directement aux sources de son enfance volée. Orphelinat, famille d'accueil précaire, fugue parisienne sous la pluie battante. J'ai connu la faim de l'âme autant que celle du ventre, confie-t-il lors d'une veillée hivernale, entouré de ses chiens errants recueillis dans les fossés routiers. Ces bêtes, au pelage hirsute et au regard confiant, symbolisent son credo. Sauver ce qui a été sauvé, offrir l'asile à l'errant. L'adversité, cette forge impitoyable, a sculpté en Hervé une éthique du don qui transcende le cercle familial. Prenez l'exemple de sa mère Blanche. Retrouvée en 1965, grâce au coup de pouce médiatique de France Dimanche, il l'a soutenue financièrement jusqu'à son dernier souffle en 1941, malgré ses rechutes dans l'alcoolisme et les disputes larvées nées de l'abandon forcé. Elle m'a donné la vie, je lui ai rendu des jours dignes, dit-il simplement, une phrase laconique qui masque des années de visites clandestines dans des foyers parisiens aux odeurs de désinfectants. Cette fidélité filiale s'étend à ses pairs. En 2007, lors de la publication de Le bal des papillons, son second tome autobiographique, il dédie des chapitres entiers à des amis artistes. Péril financier, comme ce pianiste argentin rencontré à Buenos Aires, auquel il verse une pension mensuelle depuis les années 1970. Le livre, best-seller modeste aux éditions Fayard, vend plus de 50 000 exemplaires et génère des fonds reversés à des œuvres caritatives pour orphelins. Analysant cette générosité, on y voit un contrepoids à la célébrité. Alors que Capri, c'est fini, a engrangé des fortunes, 41 millions de disques vendus au total, Hervé refuse les pièges du matérialisme. Son presbytère, meublé de briques et de brocs chinés dans des brocantes normandes, respire la simplicité. Pas de piscine ni de garage pour limousine, mais un potager où il cultive tomates et herbes pour ses invités surprises, souvent des jeunes talents en quête de mentorat. Au-delà des actes concrets, cette bienveillance imprègne ses interactions publiques. Lors de la tournée Âge tendre, en 2010, aux côtés de Sheila et d'Alain Turban, il cède volontiers ses temps fort scéniques aux novices, murmurant à l'oreille d'un guitariste tremblant. Chante, comme si c'était ta dernière nuit. L'amour premier le veut ainsi. Ses proches, témoins de ces moments, soulignent comment l'amour originel infuse cette pédagogie. Capri, avec sa rupture inachevée, lui a appris que la musique guérit les fractures. En 2018, annonçant sa dernière tournée, il refuse de chanter ses blouettes du passé pour privilégier des hommages à Aragon et Genet, des textes engagés lus sur des mélodies épurées. Les recettes, en partie reversées à des refuges pour animaux, échoent à ses propres adoptions canines. Une amie qui l'accompagne lors de marches forestières où il ramasse des champignons pour des soupers communautaires, raconte une anecdote révélatrice. En 2020, au cœur de la pandémie, il enregistre des messages vocaux pour des fans isolés, des encouragements personnalisés, où il glisse des bribes de Capri adaptées à leurs peines amoureuses. C'est sa façon de dire que la vie, malgré les fins, mérite un sourire, commente-t-elle, alors que le vent ploie les branches centenaires. Cette générosité, forgée dans le feu de l'abandon et tempérée par les exils, n'est pas naïve. Elle sait les limites du don, comme en témoigne son soutien discret à des associations LGBTQ+, depuis 1967, année de son coming out public.
des dons pour des maisons d'accueil, des témoignages anonymes dans des documentaires. Hervé, sans tambour ni trompette, tisse une toile de solidarité. Ainsi, dans le calme du presbytère, où les papillons d'été dansent autour des lampes, sa vie post-gloire apparaît comme un prolongement harmonieux de ses chansons. Une offrande continue où l'adversité se mue en lumière partagée, illuminant les chemins d'autrui avec la même tendresse que celle de son premier amour.